On ne parle que de ça. Chroniqueur emblématique de l'émission Touche pas à mon poste sur D8, il sort son premier roman, une histoire bouleversante, inspirée en partie de sa vie. Et il est avec nous sur le plateau de On ne parle que de ça. Christophe Carrière, bonjour, merci d'être ici. Mais de rien. Il faut rappeler aussi que je suis journaliste à l'Express quand même. Bien sûr, mais ça j'allais le dire juste à l'instant. J'allais rappeler que vous êtes grand reporter, que vous êtes journaliste critique cinéma à l'Express, effectivement, et que le grand public vous connaît à travers l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste tous les soirs sur D8 depuis 5 ans. Un père et passe, c'est votre premier roman. Alors pour le critique cinéma que vous êtes, ce premier roman, c'est un peu comme un premier film. Comment vous appréhendez sa sortie et la réaction du public ? Alors franchement, je pense pas du tout, j'ai jamais pensé à la réaction du public en me disant qu'il fallait que ça lui plaise quand même. Voilà, que je voulais pas faire quelque chose d'abston et juste pour moi, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un roman, que j'ai pas fait une autobio, que j'aurais trouvé ça assez prétentieux et pédant, voilà. On se demande d'ailleurs pourquoi vous êtes dans cet entre-deux. On précise que c'est inspiré de votre vie, en même temps, c'est une fiction avec des personnages qui n'ont évidemment pour le héros principal pas le même nom que vous. Et en même temps, on se demande chaque fois quelle est la partie qui est fictionnelle, quelle est la partie qui est la réalité. Pourquoi ce choix en fait ? Alors, je vais vous dire, c'est on va dire, arrondissons à 90% vrai. Il y a 10% de faux, donc il n'y a pas, voilà. Alors d'abord, pour deux choses. D'abord, par pudeur, parce que je vous dis, j'avais pas le... Je me suis dit, attends, qui je suis pour écrire au jeu. Deuxièmement, parce que je voulais qu'il y ait une identification possible du lecteur à cette histoire. Parce que c'est quand donc la rendre la plus universelle possible. Bah voilà, quand vous allez au cinéma, voilà, vous identifiez un personnage. Que si j'avais fait une autobio, franchement, je ne sais pas pourquoi on s'identifierait à moi. Voilà, donc il y a un personnage, voilà. On le suit. Alors, effectivement, c'est mon histoire, mais je voulais aussi un peu libérer la parole, on va dire, parce que c'est vrai que je n'entends jamais parler de ce genre de trauma, on va dire. Il faut arriver à la fin pour comprendre. Bien sûr. Mais voilà, on parle toujours effectivement des enfants abusés sexuellement, on parle beaucoup des enfants violentés, mais on ne parle pas. Voilà, là, moi... D'enfants traumatisés psychologiquement. Voilà, c'est ça. Vous mettez en avant donc ce rapport entre ce petit garçon et son père, qui est un sadique, pervers narcissique, on dirait pervers narcissique aujourd'hui, et qui trouve un malin plaisir à torturer psychologiquement ce gamin. Voilà, c'est ça, qui, malgré tout, essaye sans arrêt de se faire aimer de ce bonhomme. Bah ouais, moi bah oui, parce que c'est... On ne peut pas s'en empêcher, quoi. C'est-à-dire que voilà, les parents, on a envie d'être aimé de ses parents, on a envie de provoquer leur admiration, qu'ils soient, voilà, qu'ils aient une reconnaissance. Et moi, j'y suis pas parvenu. Et il y a un moment donné, effectivement, bon, après j'ai compris pourquoi j'y parvenais pas, mais et puis quand vous dites que c'est impossible, après il faut arrêter de se taper contre le mur. Et c'est vrai que je me suis pris le mur pendant des années. Voilà, c'est d'ailleurs même étonnant parce que le mur, vous le prenez quand vous êtes petit, on peut comprendre quand on est très jeune de ne pas avoir les outils pour pouvoir s'en sortir. Mais vous gardez une relation avec ce père très longtemps et au-delà de votre de l'âge adulte, de l'âge adulte, vous continuez à essayer ou de le convaincre, ou en tout cas d'essayer de trouver une relation. Exactement. Et ça aboutit finalement. Ça n'aboutit pas. Voilà, je me suis pris le mur jusqu'au bout, et là où j'ai effectivement compris qu'il fallait que j'arrête de prendre ce mur et que je passe à autre chose, c'est grâce à mon fils en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous voyez que votre enfant lui-même se barre en sucette parce que vous n'avez pas de repère, vous ne savez pas comment lui transmettre votre amour parce qu'on vous a jamais transmis cet amour. Du coup, effectivement, là vous vous dites, il y a un problème. Donc vous prenez alors évidemment il y a le psy, il y a tout ça. Bon, ça j'ai fait. J'en parle pas dans le livre, mais voilà. Il y a le travail chez le psy. J'ai pas fait longtemps, j'ai fait 2 ans, mais il y a surtout cette reprise en main en se disant, c'est quoi ? Peut-être que les parents c'est peut-être des boulets. Donc on va laisser les boulets de côté et puis on va s'occuper surtout de son enfant parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Et puis si j'ai fait une fiction aussi, si je l'ai fait sous forme de roman, c'est aussi parce que évidemment ça me permet, j'ai changé évidemment tous les noms, il y a quand même des gens qui sont encore vivants, j'ai pas l'intention non plus de blesser. Aujourd'hui j'ai plus aucune colère, aucune haine, ni rien, tout ça est passé.
mon père, entre guillemets, on va dire, les gens comprendront en le lisant, est mort. Oui. Donc voilà, ma mère est toujours vivante. J'ai renoué j'ai renoué avec ma mère, qui elle est vraiment une victime. En fait, elle était sous son emprise. Victime, donc, voilà. Certes, mais elle vous a pas beaucoup aidé. Non, elle m'a pas aidé. Elle m'a pas aidé. Elle le regrette. Elle pleure toutes les larmes de son corps aujourd'hui de ne pas m'avoir aidé. C'est bien plus tard qu'elle s'est rapprochée de vous et qu'elle a eu ces gestes d'affection que vous avez attendus si longtemps. En fait, elle s'est rapprochée de moi le jour où j'ai tiré le rideau, où j'ai dit terminé, mais très calmement et sans colère, où j'ai dit c'est fini. Et là, elle s'est rapprochée de moi parce qu'effectivement, je n'avais plus de droit de cité chez eux. Et de fait, elle a plus supporté. Elle s'est dit, mais après tout, c'est quand même très très courageux de sa part parce qu'elle a quand même refait sa vie à 55 ans. C'est pas évident non plus, de dire, bah tiens, voilà, moi j'arrête tout, voilà. Et elle a divorcé, enfin, elle s'est séparée, elle est partie et elle a refait sa vie à 55 ans, voilà. Et là, effectivement, je me suis rapproché d'elle. Alors, on ne révélera pas la fameuse révélation, on va dire, infamante que vous révélez vous-même dans ce livre. Bien qu'à mon avis, ça va courir sur le net. Mais bien bon, sûr. Voilà, oui. Mais c'est un des éléments que vous cherchez, toute votre enfance, toute votre adolescence. Vous vous doutez qu'il y a un secret de famille. Vous vous doutez que vos parents ne sont pas tout à fait dans la norme, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc, vous révélez à un moment donné ce dont il s'agit réellement. Vous l'apprenez quand vous êtes adulte, que vous êtes père. On ne le dira pas. En tout cas là, on ne le dira pas. Est-ce que cet élément-là particulièrement est quelque chose qui relève de la réalité? Mais totalement. C'est votre vie. Mais c'est totalement vrai ça. Ah ça c'est totalement vrai. Ce que je découvre au 36, je l'ai découvert effectivement au 36. Au 36 quai des Orfèvres, vous allez voir un ami qui est devenu commissaire. J'ai effectivement découvert, j'ai eu les procès-verbaux, je sais, tout ça est vrai. J'ai parlé avec ma mère il y a moins d'1 an quand je me mettais à l'écrire, le livre, pour la prévenir quand même. Et là j'ai eu une discussion avec elle où elle est revenue sur ces éléments-là, et où elle m'a précisé des choses, voilà. Et alors, du coup, c'est dur de... ce que je raconte est vrai, et en même temps, comment vous dire... bon, de toute façon, ce sera sur le net, une fois que ce sera sorti, ça cavalera, mais... tout ce que je peux vous dire, allez, on va le dire, je veux vous dire, je ne suis pas un enfant du trottoir, ça c'est sûr. Voilà. Mais je l'ai appris. Votre père ? Il y a moins d'1 an. Il y a moins d'1 an, c'est-à-dire quand j'ai parlé avec ma mère, qui m'a expliqué. C'est dur de poser ce genre de questions à sa mère. Oui, tout à fait. Et c'était dur pour elle de me le dire. Et on s'est vu entre 4 yeux. Et voilà. Et je me suis rendu compte à quel point elle, effectivement, on a vraiment bavé. C'est-à-dire que c'est dur de dire qu'effectivement, oui, ma mère était complice, on va dire. D'accord, ok. Parce qu'on peut parler de maltraitance. Tout à fait. Mais, comment vous dire, quand vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, c'est quand même pas évident, quoi. C'est-à-dire que faut se resituer qu'elle l'a rencontrée dans les années 60. Au début des années 60, elle était mineure. Enfin, elle était mineure quand elle m'a eu. Elle l'a rencontrée après, mais c'est quand même... à l'époque, c'est pas évident pour une femme, quoi. Pour une femme dont les parents, je crois que ses parents étaient graves, vraiment. Je crois que c'est pas des gens bien du tout non plus. Donc du coup, pour elle, ça n'a pas été simple, quoi. Ça n'a pas été simple du tout. Donc après, il faut faire la part des choses, voir les choses dans leur ensemble. Et c'est vrai que quand j'ai vu après mon père pour avoir des explications, et voilà, j'étais... Pareil, j'étais dans une espèce de vue d'ensemble, sans vouloir le juger spécialement, et ce que je raconte dans le livre est authentique. La discussion que j'ai eue avec lui à la fin est authentique, voilà. On se demande pourquoi vous avez souhaité raconter cette partie intime de votre vie. Parce que d'abord, je ne vous cacherai pas que c'est effectivement comme une thérapie. Je me suis mis devant mon ordinateur et c'est bien plus efficace que de se mettre chez un psy, voilà. Que quand je l'ai écrit, et à tel point que c'est une thérapie, c'est que j'avais carrément des fois la boîte de mouchoirs à côté parce que c'était... je me remettais des choses en tête. À un moment donné, j'évoque Les Dents de la Mer. Vous voyez, Les Dents de la Mer de Spielberg, on peut se dire, qui était un peu mon premier choc. C'est presque l'élément, en tout cas dans le livre, vous mettez que c'est l'élément déclencheur. Mais évidemment, c'est l'élément déclencheur. Vous lisez le nom de Steven Spielberg sur l'affiche en sortant du film. Revoyez l'affiche Les Dents de la Mer, et il est en tout petit son nom. Cinéma, oui. Et moi, quand j'ai vu Les Dents de la Mer, ça a été un vrai choc cinéma, quoi. Je me suis dit, c'est la première fois... Un type qui sait raconter des histoires et qui sait les mettre en scène. Ce mec, il y a quelqu'un qui sait manipuler le spectateur. J'étais fasciné par le film en lui-même, mais j'avais 10 ans, ça m'a vraiment fait un choc. Et c'est vrai que rien que, vous voyez, quand on l'évoque ou quoi, bon,
c'est anodin. Moi, quand je l'ai raconté dans le livre, alors je voulais me remettre une réplique en tête. J'ai remis le DVD et rien qu'en revoyant, alors j'avais déjà revu depuis le film. C'est pour vous dire à quel point j'étais en plein processus vraiment d'introspection et tout ça. Je me suis mis à pleurer, quoi. Un livre, un film, ça aide toujours le spectateur ou le lecteur. Ça, voilà, d'une façon ou d'une autre. Regardez, moi, Les Dents de la Mer, ça m'a révélé un truc. Tout à fait. Voilà, je vous parle même pas des 400 coups de Truffaut ou ce genre de film où effectivement, vous sentez d'un coup, vous sentez peut-être moins seul. Vous pouvez vous découvrir une passion. Vous pouvez vous dire, bah finalement, c'est ce que j'essaye de faire passer dans le livre. Rien n'est grave. Voilà. À part, évidemment, voilà, la mort d'un enfant, c'est grave. Ce qui s'est passé au Népal, c'est grave. Voilà, les migrants qui se noient, c'est grave. Mais franchement, au-delà de ça, quand vous regardez un peu votre vie, vous dites « Mes parents vont bien, je m'entends bien avec eux. Voilà, c'est dur, d'accord, c'est dur le boulot, c'est dur l'économie, machin, tout. » Mais vous dites, finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu tranquille? Ici, là, je vous parle en France. On est plutôt bien, on a tout à disposition, la culture, le sport, enfin tout est mis à disposition. Et c'est ce que j'essaie de raconter dans le livre. Mais vous appliquez là concrètement tout à fait le principe de résilience dont parle Boris Cyrulnik, c'est-à-dire que vous arrivez à vous sortir d'une situation qui aurait pu vous tuer, très concrètement. J'aurais pu ou virer délinquant, ou recommencer le schéma, c'est-à-dire être manipulateur avec mes enfants. Mais après, c'est juste une question de... Alors, j'ai une chance aussi, il faut quand même le dire, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est que j'ai été élevé en nourrice, quand même, jusqu'à l'âge de 9 ans. Le livre lui est dédié, quand même, et c'est vraiment... Elle m'a apporté... elle m'a tout donné, elle. Ma nourrice m'a tout donné. Oui, vous êtes resté chez cette femme pendant 7 ans ouais. Et vous voyez vos parents, on va dire, une fois par mois. Voilà, ils ne s'occupaient pas vraiment de vous. Et c'est elle qui vous a appris les bases de ce qu'est l'amour, voilà, et les rapports affectifs, tactiles. Elle avait des enfants, donc ma sœur, donc je les appelle ma sœur de lait, mon frère de lait. Ma sœur de lait, je la vois toujours. Et là, oui, effectivement, eux m'ont beaucoup apporté affectivement. Oui. Voilà. C'est-à-dire que pendant 7 ans, en fait, on m'a appris, on m'a cocooné, on va dire. Et après, on m'a appris l'amour, et après, on m'a appris la rage, en fait. Moi, à l'époque, j'étais passionné de cinéma, je suis toujours. Justement, ce cinéma, on va reprendre une très jolie phrase que vous citez de François Truffaut, qui est très belle. Quand on aime la vie, on va au cinéma. Donc, en fait, c'est le cinéma qui va sauver. Oui, le cinéma m'a vraiment sauvé. D'ailleurs, toute ma culture vient du cinéma. C'est-à-dire que je vois La vie passionnée de Vincent Van Gogh, je m'intéresse à Van Gogh. Je vois, je ne sais pas, un film sur un compositeur, je vois Amadeus, je vais me documenter sur Mozart. Toute ma culture vient du cinéma. Voilà, donc c'est un truc, effectivement, ça m'a vraiment sauvé. Mais pour reprendre la phrase de Truffaut, il dit quand on aime la vie, on va au cinéma, mais je serais tenté de dire, et quand on l'aime pas ou quand la vie est trop moche, vas-y, on va au cinéma surtout, parce que là, c'est dément, on revit des émotions, voilà, c'est quelque chose de... Ah ouais, moi, ça a été salvateur. Vous, la vie était moche, mais vous l'aimiez, c'est ça. Voilà, je pense que ce qui sauve quelqu'un, c'est une passion. Il faut vraiment, et ça, c'est valable encore aujourd'hui pour tout le monde, hein, c'est-à-dire que il faut se découvrir une passion. Voilà. Alors ça peut être le sport, le cinéma, la télé, je sais pas, moi la peinture, je sais pas, ça peut être le fruit et légumes, je parle beaucoup de fruits et légumes, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, une fois que vous avez vraiment, que vous êtes sur quelque chose qui vous passionne, ça peut être le droit, l'économie, enfin voilà, vous foncez dessus, quoi. Mais à fond, quoi. Quitte à ce que vous galériez pendant 10 ans, mais restez dessus, quoi. Et après, normalement, il en sortira toujours quelque chose de bon. Voilà, forcément. Merci Christophe Carrière et votre optimisme. Ouais, indéboulonnable. Indéboulonnable, voilà. Merci d'être venu au Figaro nous présenter donc votre premier roman, Un père et passe, chez Michel Lafon, disponible dès le 7 mai en librairie. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, merci.